Lorsque l'officier David Ramire et son partenaire ont répondu à un appel de vol à main armée, David a été stupéfait de trouver son fils parmi les malfaiteurs. L'adolescent a refusé de parler, alors l'officier a demandé l'aide de son équipe pour enquêter sur la vérité, découvrant un secret troublant sur son fils. Après avoir terminé sa deuxième ronde de la journée, les policiers Dave Ramire et James Peterson ont fait une pause pour boire un café et manger quelque chose. La matinée était trop calme, David savait que ces moments de calme devaient être appréciés. Mais dès que le café est arrivé, un appel a retenti dans leur radio. La centrale de la police a demandé à David et James de se rendre à une adresse proche, car une alarme avait été déclenchée. James a pris une gorgée rapide de café, a affiché une expression frustrée et a plaisanté, « Nous voilà partis pour la deuxième alarme fausse de la semaine ». Ensemble, ils ont pris la voiture de patrouille pour se rendre sur les lieux. En route, ils ont été informés par la radio que la situation était plus grave que prévu, une bande armée avait envahi un magasin et pris des clients et des employés en otage. Des renforts allaient être envoyés, mais leur véhicule était le plus proche du lieu. Cela a complètement changé l'attitude des deux policiers. La sirène de la voiture a retenti, et David a accéléré, brûlant tous les feux rouges. 3 minutes plus tard, les officiers se sont garés près du lieu du crime et se sont approchés prudemment. Ils ont échangé un regard bref, et James a demandé s'ils devaient attendre les renforts, mais David a refusé, décidant qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Le risque de perdre un otage ou une piste sur les criminels était trop élevé. Quelques secondes plus tard, les policiers ont forcé la porte du magasin. Tout le monde à terre, les armes au sol, a crié David au voleur, mais il n'y avait personne d'armé à l'intérieur. Certaines personnes étaient allongées sur le sol, effrayées. David a regardé vers l'arrière du magasin et a vu un des criminels essayer de fuir par un couloir. Le policier s'est précipité derrière lui, tandis que son partenaire James s'occupait des otages. Le fuyard semblait jeune et maigre, avec le visage caché par la capuche d'une veste. Le jeune homme a essayé de fuir par une fenêtre à l'arrière, mais il n'était pas assez agile. David a attrapé le bras du voleur et l'a traîné hors du magasin. Le garçon se tortillait et se débattait, mais le policier a géré la situation sans trop de difficultés. Il a fouillé le jeune homme à la recherche d'une arme, mais n'a trouvé rien de dangereux. David a menotté le garçon pendant que James, son partenaire, s'approchait avec un sourire de quelqu'un qui savait qu'il avait déjà gagné la journée. « Moi dans les rues, hein, mon pote » a-t-il dit en s'approchant pour retirer la capuche du voleur. « Allez, gamin, enlève ça !» James a arraché la capuche de la tête du jeune homme et a regardé dans ses yeux, mais c'était comme s'il se trouvait face à un fantôme en voyant le visage du garçon. L'expression de David est également passée de la surprise à la terreur instantanément. Le criminel était Jake, son fils. « Que fais-tu ici » a crié David, désespéré. Démasqué, Jake a balbutié des excuses et a essayé d'expliquer qu'il ne voulait pas faire ça, mais qu'il n'avait pas eu d'autre choix. David était complètement choqué et embarrassé, surtout parce que James, son partenaire, avait tout vu. James s'est approché et a essayé de réconforter son ami, lui demandant de se calmer. « Écoute, David, j'ai passé un appel radio à la centrale et annulé les renforts. On a le temps de décider quoi faire maintenant. Tout va bien ? Calme-toi, c'est ton fils. Ne fais pas de bêtises avec un gamin. » Mais David ne voulait rien entendre. Son propre fils avait essayé de voler un magasin rempli de travailleurs innocents. David a demandé à Jake si sa mère était au courant, mais il a supplié son père de le laisser partir et de ne rien lui dire. Jake a répété qu'il n'avait pas vu le choix, mais il a été interrompu fermement par son père. « On a toujours le choix. Au lieu du crime, gamin, tu devrais le savoir mieux que personne, » a crié David, presque prêt à se jeter sur son propre fils menotté. James est intervenu pour éviter que David ne perde la tête et aggrave encore la situation. Il devait décider quoi faire rapidement. Tout au long de sa carrière, David avait toujours été implacable et n'avait jamais laissé un criminel s'échapper. Laisser Jake partir maintenant serait une grave défaillance de son caractère et de son rôle en tant que policier. L'officier se souvint lorsque Jake avait 10 ans et qu'ils jouaient ensemble. À l'époque, le garçon avait demandé « Papa, si je fais quelque chose de mal, tu vas aussi me mettre en prison ». À l'époque, l'officier avait pensé que la question n'était qu'une curiosité enfantine et n'avait jamais imaginé que son fils pourrait suivre un chemin aussi sale et malhonnête que celui du crime. David avait ri et avait dit à son fils qu'il savait qu'il serait une bonne personne et qu'il ne mettrait jamais les pieds dans un poste de police. Maintenant, face aux faits, le sang du père bouillait, troublant ses pensées.
On va l'emmener au poste de police, a crié David, nerveux, essuyant les larmes qui coulaient de ses yeux. Il ne sera libéré que lorsqu'il expliquera pourquoi il a fait ça. Même arrêter son propre fils? James a essayé de contester, mais en vain. David était déjà en train de traîner son fils vers la voiture de patrouille. Jake a été placé à l'arrière et les deux ont conduit jusqu'au poste de police, comme il le faisait toujours avec les autres voleurs. En tant que père, David Ramire n'était pas du tout à l'aise. C'était douloureux de voir son fils jeté dans une cellule. Cependant, ce qui dérangeait le plus l'homme était la question, pourquoi Jake avait-il commis ce crime? Il recevait de l'argent de poche et avait toutes ses dépenses couvertes. Même pendant la période de crise économique la plus grave, David et sa femme Sophia n'avaient jamais laissé manquer quoi que ce soit à leur fils. Qu'est-ce qui l'avait poussé à participer à un vol? C'est sérieux? Tu vas laisser ton propre fils ici toute la nuit, a demandé James avant de finir son service. David a alors baissé la tête, honteux et confus, mais conscient qu'il ne pouvait pas laisser passer la conduite de son fils. Si je fais preuve de clémence avec un garçon, quelle légitimité aurais-je lorsque je garderai en prison le fils de quelqu'un d'autre? Trouves-tu cela juste? Il passera cette nuit ici. C'est ma décision finale, a dit le père, amer, se disant au revoir à son partenaire et indiquant qu'il se retrouverait le lendemain. Après s'être changé, l'homme est retourné chez lui, perturbé par tout ce qui s'était passé. Il n'avait pas encore réfléchi à comment annoncer cela à sa femme et comment elle réagirait en apprenant que leur fils avait commis un crime et que son mari avait été responsable de son arrestation. À un moment donné sur la route, David a rencontré un accident bloquant le chemin devant lui, l'obligeant à s'arrêter. Assis dans sa voiture, incapable de continuer pendant quelques minutes, il a laissé son esprit vagabonder. Il a vu les lumières de l'ambulance se rapprocher, ce qui lui a rappelé un épisode de son adolescence. David et quelques amis avaient l'habitude de monter sur un viaduc et de lancer des pierres sur les voitures qui passaient en dessous. C'était censé être juste un jeu de jeunes déséuvrés dans une petite ville, mais un jour la situation a échappé à tout contrôle. David, qui avait alors seulement 13 ans, avait voulu impressionner en lançant une pierre plus grosse que d'habitude. La pierre avait traversé le pare-brise d'une voiture passant et avait blessé la conductrice, qui avait perdu le contrôle et avait percuté un autre véhicule. L'accident avait causé un énorme embouteillage sur la route a empêché l'entrée et la sortie des voitures et des camions pendant plusieurs heures. Effrayés, les garçons se sont précipités pour se cacher dans un bosquet et y sont restés jusqu'à ce que tout se calme. Malgré les dommages au véhicule, la blessure de la femme n'était pas grave et personne n'a été tenu responsable de l'incident. Lorsque David est enfin rentré chez lui, plusieurs heures plus tard, une voiture de police était garée devant sa porte, et ses parents parlaient avec un policier qui enquêtait sur l'incident avec les parents de tous les enfants du quartier. Avant que le garçon ne puisse dire quoi que ce soit qui l'incriminerait, sa mère demanda « Comment ça s'est passé chez ton cousin? Il va mieux de sa fièvre ?» Le jeune David regarda le policier pendant quelques secondes, qui lui sourit. Le jeune David hocha la tête et monta dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, alors que la voiture de police s'éloignait, la porte de sa chambre s'ouvrit et son père entra avec une ceinture en main. Le policier ne se doutait de rien, mais les parents du garçon savaient exactement quel genre d'enfant ils avaient. Ils ne s'imaginaient juste pas qu'ils puissent blesser une personne innocente. Ce fut le pire souvenir de son enfance, mais celui-là même qui lui fit changer complètement d'état d'esprit et rêver de devenir policier un jour. Le bon vieux temps, dit David pour lui-même dans la voiture, lorsque le trafic reprit enfin. Maintenant, c'était son tour d'enseigner une leçon à son fils, mais, contrairement à son père, sans recourir à la violence. Il montrerait que les actions ont des conséquences en utilisant uniquement la loi. Avec cela en tête, il trouva enfin un moyen de parler à sa femme de ce qui s'était passé. Lorsque David rentra chez lui, sa femme demanda immédiatement si Jacques avait appelé, étant donné que leur fils était sorti tôt et n'était pas encore rentré. Sans autre choix, le policier dut dire la vérité, même s'il savait que cela bouleverserait sa femme. Il expliqua avec le plus de soin possible qu'il avait arrêté Jacques pour avoir volé un magasin et qu'il ne rentrerait pas ce soir-là. Sophia dut s'asseoir sur le canapé et contrôler sa respiration pour ne pas s'évanouir. Choquée, elle ne savait pas quoi dire ni comment gérer la nouvelle. Elle demanda ce qui s'était passé, car elle n'arrivait pas à croire que son fils ait pu faire quelque chose d'aussi terrible. Après tout, quel motif aurait-il eu pour cela? David expliqua que le garçon avait été arrêté en flagrant délit et qu'il avait suivi le protocole. Sophia ne pouvait accepter que son fils soit en prison et commença à pleurer. Elle se disputa avec son mari, lui demandant pourquoi il ne lui avait pas parlé avant,
car peut-être qu'une autre solution aurait été trouvée. Je n'étais pas seul au moment de l'arrestation. Et en plus, tu me connais, lis la loi, chérie. Elle s'applique à tout le monde, y compris à Jacques, dit David, les yeux embués. Il essayait de rester fort, mais se sentait bouleversé par la situation. Avait-il échoué en tant que père? Sophia cria sur son mari et exigea qu'il règle cela. L'homme était épuisé et décida de ne plus parler du sujet. Il refusa la nourriture que Sophia avait préparée et alla prendre une douche. Lorsqu'il essaya de dormir, il ne réussit pas à se détendre. En fermant les yeux, il voyait sa femme et son collègue comme deux fantômes devant lui, suggérant qu'il aurait pu résoudre les choses ou gérer le problème autrement. David abandonna l'idée de dormir et se leva pour aller dans la chambre de Jacques, tentant de comprendre pourquoi son fils avait agi ainsi. Il fouilla la chambre à la recherche de réponses, mais ne trouva rien dans l'armoire ou sous le lit. Cependant, en regardant dans un des tiroirs de la table de nuit, il trouva un carnet. Un petit morceau de papier tomba de l'intérieur et toucha le sol. David le ramassa et lut le message, Nathan $600. Le policier retourna le papier, mais il n'y avait rien d'autre écrit dessus. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était Nathan? Le lendemain, l'officier David Ramier rendit visite à Marcos, le meilleur ami de Jacques, pour poser des questions sur le nom mystérieux dans le carnet de son fils. Le policier remarqua que le garçon devint très anxieux en entendant le nom de Nathan, mais nia tout savoir à ce sujet. David fixa sévèrement le garçon et dit, « Il vaut mieux me dire ce que mon fils a fait. Il est en prison au poste. Tu veux être considéré comme complice du crime. » Marcos avala sa salive et se confia. « Jacques ne ferait jamais quelque chose comme ça, monsieur Ramier. Il a été forcé par Nathan, dit le garçon. » David pressa Marcos une fois de plus, « Dépêche-toi alors. » Marcos confessa qu'il connaissait Nathan et expliqua comment tout s'était passé. Il traînait simplement en ville pour le plaisir. Nathan avait beaucoup d'expérience en conduite, mais quand ce fut le tour de Jacques, il voulut se vanter et accéléra la voiture, perdant le contrôle dans un virage et percutant un autre véhicule garé. Ils étaient dans une zone remplie de vieux camping-cars et la voiture accidentée était vieille, mais elle avait la carrosserie enfoncée et les vitres brisées. Le plus grand problème était que la voiture appartenait à Anita, un trafiquant de 22 ans qui vivait là. Nathan entendit le bruit et alla immédiatement confronter les garçons. Il tira Jacques hors de la voiture et exigea $600 pour les dommages. Jacques dit qu'il n'avait pas l'argent et essaya de s'expliquer, mais il reçut un coup de poing de Nathan dans les dents. Le trafiquant avertit qu'il obtiendrait l'argent d'une manière ou d'une autre, même en volant, sinon Jacques paierait les dégâts du véhicule de sa propre vie. L'histoire fit se nouer l'estomac du policier. Son fils avait fauté, mais auparavant il avait été agressé et menacé. Lorsque David sortit de chez Marcos, il appela son partenaire James et dit « Eh, tu veux m'aider à chercher un homme ?» Il a été vu pour la dernière fois dans le vieux quartier des camping-cars. En arrivant sur les lieux, les policiers aperçurent un jeune sortant d'une voiture endommagée sur le côté et avec le pare-brise brisé. James, qui se dirigeait déjà vers le jeune homme, demanda à distance si son nom était Nathan. En entendant son nom et en voyant deux policiers s'approcher, le jeune délinquant se mit à courir, sautant par-dessus le mur d'une maison. David et James se séparèrent et commencèrent à poursuivre le bandit, encerclant le quartier. Il ne fallut pas longtemps avant que David et James acculent Nathan. Ne pouvant plus fuir, Nathan ôta le sac à dos qu'il portait et le lança vers les policiers, affirmant que rien ne lui appartenait et qu'il faisait simplement un service à un ami. Lorsque David ouvrit le sac, il trouva de la drogue, une liasse de billets et un pistolet. David se leva et donna immédiatement l'ordre d'arrestation à Nathan, le menottant. Le policier ajouta, Nathan s'est attaqué à un adolescent qui avait été contraint de participer au vol. Puis, avec un ton sarcastique, Nathan dit que Jacques payait simplement pour ses actes. C'est la loi naturelle de la vie, mon vieux. Cause et conséquence. Ton fils l'a mérité, dit Nathan. Le sang de David bouillait, mais James ne permit pas qu'il fasse une bêtise et conduisit le délinquant vers la voiture de police. Après l'arrestation de Nathan, Jacques eut son audience avec le juge. L'atmosphère dans la salle d'audience était très tendue, mais au moins cette fois David n'aurait pas à témoigner contre son fils, mais plutôt en sa faveur. David Ramier présenta la vidéo de la caméra du magasin qui enregistrait le vol et montrait son fils acculé et effrayé dans un coin du magasin pendant l'action des criminels. L'officier savait que cela n'effacerait pas la participation de son fils au crime, mais espérait que le juge comprendrait que le jeune avait été contraint. Lorsque David fit mine d'arrêter la vidéo, le juge demanda à ce qu'elle continue encore un moment.
C'est alors que tout le monde put voir la conduite impartiale du policier, en train de menotter son propre fils tout en essuyant les larmes de ses yeux. Avant de rendre sa décision, le juge donna la parole au prévenu. Le garçon admit avoir participé au vol parce qu'il craignait pour sa vie et celle de ses amis. Il reconnut l'erreur qu'il avait commise et savait qu'il aurait pu tout dire à son père, mais il ne voulait pas l'inquiéter ni le transformer en cible pour. À la sortie du tribunal, David et Jacques s'embrassèrent comme cela faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait, une étreinte que le jeune David avait tant attendue et que son père n'avait jamais été capable de lui offrir. Mais il ne commettrait pas la même erreur, trop rigide avec son fils. « Je t'aime, mon garçon, dit-il. Maintenant, rentrons à la maison, ta mère a préparé le dîner. » Le dîner à la maison fut un moment de réconciliation. Malgré tout ce qui s'était passé, la famille restait unie. David et Sophia préparèrent le repas avec soin, et Jacques, désormais plus calme, aida dans la cuisine. La tension avait diminué, et les conversations devinrent plus légères. Le repas était délicieux, et les rires commencèrent à remplacer l'atmosphère lourde qui avait marqué la journée. David savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour reconstruire la confiance et faire face aux conséquences de ce qui s'était passé, mais il se sentait soulagé d'avoir pris la bonne décision. Il comprit que, parfois, la justice et l'amour doivent aller de pair et que, en tant que père, il avait la responsabilité de guider son fils vers un avenir meilleur. Au fil de la soirée, la famille discuta de leurs projets futurs, de la manière dont Jacques pourrait se racheter et apprendre de ses erreurs. David et Sophia étaient déterminés à soutenir leur fils, à veiller à ce qu'il comprenne l'importance des choix qu'il fait et à ce qu'il ne se retrouve plus jamais dans une situation aussi complexe. Le lendemain, David et Jacques se rendirent ensemble au travail d'intérêt général que Jacques avait été assigné à accomplir. David ressentit une fierté renouvelée en voyant son fils engagé à aider les autres, et Jacques montra un véritable désir de changer et de grandir. Le chemin vers la réhabilitation serait difficile, mais la famille était prête à affronter les défis ensemble. David savait qu'en dépit des difficultés, l'amour et le dévouement qu'il avait pour sa famille les aideraient à surmonter tous les obstacles. Ils étaient prêts à aller de l'avant, avec une nouvelle perspective et un engagement renouvelé envers ce qui est vraiment important. Ainsi, l'histoire de David, Jacques et Sophia ne se termina pas par une simple leçon de loi et d'ordre, mais par une compréhension profonde de l'importance de la famille, de la justice et du pardon. Chacun apprit à faire face aux défis avec courage et à se soutenir mutuellement en temps de crise. La vie continuerait à se dérouler, avec de nouvelles histoires, de nouvelles leçons et, surtout, une plus grande valorisation des liens familiaux. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like. Cette autre vidéo qui apparaît maintenant à l'écran risque aussi de vous émouvoir. Bonne séance et à la prochaine vidéo.